Tout le monde s'est moqué de sa montre-bracelet, mais il a surpris le monde, histoire de Rolex. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait Rolex ou qu'est ce qui la motive? Hans Wilsdorf a quitté le monde que nous partageons il y a plus d'un demi-siècle, n'est-ce pas? Peut-être est-il plus vivant aujourd'hui que jamais? Si vous avez déjà lu l'une de mes histoires très détaillées sur l'histoire de Rolex, vous savez que je ne publie pas seulement un tas d'images assez haute définition avec du texte. Au lieu de cela, je vous ramène dans le temps, dans la machine à remonter le temps Rolex, et je fais de mon mieux pour vous placer dans le siège Catbird afin que vous puissiez vivre les événements, et c'est exactement ce que Jay fait avec cette histoire incroyable. L'histoire de Rolex est l'histoire de l'homme et de la machine, et cette histoire commence avec le personnage historique insaisissable et fondateur de Rolex, Hans Wilsdorf en tant que petit garçon et vous guide tout au long de sa vie, et au-delà. Si vous y réfléchissez un instant, les montres ont vraiment été les premiers ordinateurs. En d'autres termes, ils ont calculé l'heure, et avant l'iPhone, avant l'ordinateur portable, avant le bureau, avant les jeux vidéo, avant la télévision, la radio et la voiture, l'humanité avait la montre à manipuler et à obséder. Hans Eberhard Wilhelm Wilsdorf est né en 1881 en Bavière en tant que deuxième fils d'Anna et Ferdinand Wilsdorf. Cependant, à l'âge de 12 ans, Hans Wilsdorf était orphelin et il a été envoyé en pensionnat, où il a reçu une solide éducation. Son intérêt pour la langue s'est avéré essentiel et sa capacité à parler français et anglais, ainsi que son allemand natif, ont ouvert la voie à Hans Wilsdorf pour travailler à l'étranger. En 1900, Hans Wilsdorf a commencé à travailler pour Kuno Korten à la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Kuno Korten exportait des montres de poche suisses et Hans Wilsdorf était chargé de correspondre en 3 langues. Cette première expérience de la vente horlogère internationale s'avérera cruciale dans la carrière de Hans Wilsdorf. Pendant son séjour en Suisse, Hans Wilsdorf a découvert le fabricant de mouvements horlogers Egler, dans la ville suisse voisine de Bienne. Egler fabriquait de petites ébauches, mouvements de base inachevés, avec des échappements à encre, idéal pour les montres-bracelets, que Hans Wilsdorf considérait comme l'avenir des montres, malgré le mépris actuel pour elles chez les hommes. En 1903, Hans Wilsdorf s'installe à Londres, en Angleterre, pour travailler pour une autre société horlogère. Il s'associe ensuite à son beau-frère, Alfred James Davis, et les deux hommes fondent la société Wilsdorf et Davis en 1905. Leur société se spécialise dans l'exportation de montres, de poche et de poignets, dans tout l'Empire britannique. Cependant, comme le raconte Hans Wilsdorf dans « L'histoire de Rolex », publié en 1948, à cette époque, une montre-bracelet était considérée comme une blague. On s'est moqué des quelques personnes qui les portaient. Il a ajouté: les gens ont dit qu'une montre avec un mécanisme aussi petit et délicat ne pourrait jamais résister aux gestes violents de la main et du bras. Et, bien sûr, il était trop petit pour être précis. Hans Wilsdorf a ignoré les critiques. Il était sûr que la montre-bracelet avait un brillant avenir devant elle, et a poursuivi sa vision des montres-bracelets dépassant les montres de poche en tant que chronométreur personnel incontournable. Il passe la plus grosse commande de montres-bracelets jamais enregistrée à l'époque, auprès des Egler à Bienne. En 3 petites années, Wilsdorf et Davis est devenu un acteur de premier plan dans le commerce horloger britannique. Les deux hommes ont donc pensé qu'il serait préférable de trouver un nom de marque à apposer sur les cadrans des montres qui l'ont exporté. Cette idée allait à l'encontre des usages de l'industrie de l'époque qui était d'avoir le nom de l'importateur sur les cadrans ou les mouvements. Encore une fois, Hans Wilsdorf a ignoré les normes en envisageant un avenir différent. Il a enregistré le nom « Rolex » en tant que marque pour Wilsdorf et Davis Ltd en 1908. Selon la tradition de l'entreprise, un génie a chuchoté le nom Rolex à l'oreille de Hans Wilsdorf alors qu'il conduisait un bus à Impérial tiré par des chevaux à Londres. Que l'on croit ou non à ce conte magique, ce qui est vrai, c'est que le nom Rolex était idéal car il est facile à retenir, simple à prononcer dans n'importe quelle langue, et surtout à l'époque, assez court pour tenir sur un cadran à côté du nom de l'importateur.
En 1910, Hans Wilsdorf a envoyé une montre Rolex au centre d'évaluation officiel des montres à Bienne et elle est revenue en tant que première montre-bracelet au monde à recevoir le certificat suisse de précision chronométrique. Le 15 juillet 1914, l'Observatoire britannique de Kew a décerné une petite montre-bracelet Rolex de 25 mm avec une précision de classe A, un mérite qui était auparavant exclusif aux chronomètres de marine. En 1914, le siège social de Hans Wilsdorf à Londres comptait plus de 60 employés et était le centre d'exportation de tous les marchés vers lesquels l'entreprise exportait. Cependant, en 1915, le gouvernement britannique a imposé un droit de douane de 33,3% sur les montres. Par conséquent, Hans Wilsdorf a dû déplacer les opérations d'exportation dans ses bureaux de Bienne en Suisse, qui fonctionnaient déjà depuis quelques années grâce aux liens commerciaux avec Egler. Hans Wilsdorf a créé le bureau de Rolex à Genève en 1919 en tant que propriétaire unique et montre Rolex SA a été enregistrée à Genève en 1920. Par conséquent, l'usine de Bienne a servi de centre de fabrication de mouvements tandis que le bureau de Genève était le lieu de conception et de commercialisation des montres Rolex. Dès lors, Rolex n'a plus son siège en Angleterre mais en Suisse. 1926 fut une année chargée pour Hans Wilsdorf et Rolex. En juillet, il rachète les droits du brevet de Paul Perregaux et Georges Perret pour un système de couronne de remontoir qui se visse dans le boîtier pour créer un joint étanche. Ce même mois, il a enregistré le nom « Oyster ». En octobre de la même année, il dépose un brevet pour un boîtier de montre étanche utilisant le système Perregaux, Perret mais comprenant également de nombreuses autres améliorations et modifications. En 1926, le désormais célèbre boîtier Rolex Oyster est né en tant que première montre-bracelet étanche et anti-poussière au monde. L'année suivante, Hans Wilsdorf a équipé Mercedes-Gletze d'une montre Rolex Oyster alors qu'elle tentait de traverser la Manche à la nage. Après plus de 10 heures dans l'eau froide, la montre Rolex Oyster est ressortie intacte. Par la suite, le maître du marketing a réservé la une du journal Daily Mail pour annoncer « le plus grand triomphe de l'horlogerie » réalisé par Rolex et a ainsi inauguré le concept d'ambassadeur officiel de la marque. La prochaine grande étape de l'histoire de Rolex a été la création du premier mécanisme de montre à remontage automatique au monde équipé d'un « rotor perpétuel » en 1931. Le rotor sert à remonter automatiquement la montre en douceur et en silence lorsque la montre est au poignet du porteur. Le boîtier étanche Oyster et le mouvement automatique Perpetual se sont réunis pour former l'Oyster Perpetual, qui reste au cœur de presque toutes les montres Rolex qui sortent aujourd'hui de l'usine. Avec le plan des chronomètres automatiques étanches à son actif, c'est parti pour les courses pour Hans Wilsdorf et Rolex. Suite au succès de l'utilisation réelle de l'Oyster par Mercedes-Gletze, Hans Wilsdorf a recherché d'autres opportunités de haut niveau pour tester les montres Rolex dans des environnements extrêmes. En échange de la fourniture de montres Rolex, Hans Wilsdorf a demandé aux utilisateurs de partager leurs commentaires sur les performances des montres afin qu'ils puissent apporter des améliorations si nécessaire. En 1933, la première expédition à survoler l'Everest était équipée de montres Rolex Oyster, tout comme le pilote Sir Malcolm Campbell lorsqu'il a établi un record de vitesse terrestre de plus de 300 milles à l'heure au volant de sa voiture Bluebird à Bonneville Salt Flats dans l'Utah. 1945 était le 40e anniversaire de l'entreprise de Hans Wilsdorf, il a donc commémoré l'événement de la meilleure façon qu'il savait, avec un nouveau modèle Rolex nommé Datejust. La Rolex Datejust a été le premier chronomètre de poignet au monde à afficher la date via une fenêtre sur le cadran au lieu d'une aiguille conventionnelle. Il comportait également un nouveau bracelet appelé Jubilee. La Datejust est devenue l'une des modèles de montres les plus célèbres de Rolex et la Jubilee reste un bracelet intégral dans la collection de la marque. Les années 1950 ont vu l'expansion rapide du catalogue de Rolex avec une multitude de nouveaux modèles, conçus pour servir d'outils pour des besoins spécifiques. Dans sa vraie forme, Hans Wilsdorf a équipé l'expédition britannique du mont Everest de 1953 de montres Rolex.
Après que Tenzing Norgay et Edmund Hillary soient devenus avec succès les premiers hommes enregistrés à atteindre le sommet, Wilsdorf a lancé la montre Rolex Explorer plus tard cette année-là en l'honneur de leur réussite. 1953 a également été l'année où la Submariner a fait ses débuts en tant que montre de plongée spécialement conçue, et la première à être évaluée à 100 mètres de profondeur, pour les plongeurs autonomes et les plongeurs de l'époque. En 1955, la Rolex GMT Master est lancée, développée pour les pilotes panaméricains pour suivre 2 fuseaux horaires. 1956 a été l'année de 2 montres Rolex importantes, la Milgauss antimagnétique pour la communauté scientifique et l'ultra luxueuse Day Date President pour les acteurs mondiaux. La Lady Date Just, qui était la version féminine du chronomètre Rolex avec guichet de date, a rejoint le catalogue en 1957. En 1944, une tragédie frappe le fondateur de Rolex lors du décès de sa femme bien-aimée Florence. Il a créé la fondation Hans Wilsdorf l'année suivante et a cédé sa participation de 100% dans Rolex à la fondation. Hans Wilsdorf s'est ensuite remarié avec Bertha Betty Mettler et la rumeur dit que sa seconde épouse était en partie responsable de l'invention de la lentille de grossissement Cyclops car elle avait du mal à lire la petite fenêtre de date sur le cadran. Le Cyclops a été introduit dans la Date Just en 1953 et est depuis devenu un élément essentiel de presque toutes les montres Rolex avec guichet de date. Alors que Hans Wilsdorf est décédé en 1960, son héritage se perpétue dans les montres Rolex reconnues et convoitées dans le monde entier et à travers le travail philanthropique de la fondation qui porte son nom. Entrepreneur extraordinaire et visionnaire créatif, Hans Wilsdorf n'a jamais accepté de faire les choses simplement parce que c'est ainsi qu'elles ont toujours été faites. Au lieu de cela, il a continué à repousser les limites de l'horlogerie, des affaires et du marketing, ce qui a non seulement entraîné son propre grand succès, mais a également laissé une marque indélébile sur la culture. En créant l'une des marques les plus réussies de l'histoire, Hans Wilsdorf a également créé un symbole éternel de succès sous la forme d'une montre Rolex. On peut affirmer que chaque Rolex fabriqué aujourd'hui a un morceau de l'âme de Hans Wilsdorf dans son ADN, et peut-être que cet esprit perpétuel intemporel vivra éternellement. Si vous portez une Rolex à votre poignet pendant que vous lisez ceci, vous ne transportez pas seulement une partie de cette histoire étonnante, mais en la perpétuant, vous en faites inévitablement partie, comme le souhaitait Hans Wilsdorf. En fait, Hans Wilsdorf et sa première épouse, May Wilsdorf-Crotty n'ont jamais eu d'enfant, et après sa mort en 1944, Hans Wilsdorf a créé le Hans Wilsdorf Trust qui possède et contrôle Rolex à ce jour. Hans Wilsdorf a brillamment mis en place les statuts de sa fiducie afin que Rolex ne puisse jamais être vendue ou rendue publique, de sorte qu'elle n'aurait jamais à se soucier de répondre à autre chose que de fabriquer des montres intemporelles. Ce fait est si profond si vous y réfléchissez car cela signifie que la vision de Hans Wilsdorf est toujours très vivante et exécutée quotidiennement malgré le fait qu'il soit décédé il y a plus d'un demi-siècle. À combien d'hommes pouvez-vous penser qui sont si passionnés par quelque chose, qu'ils construisent une entreprise de classe mondiale autour de leur passion, et 58 ans après leur décès, l'entreprise continue comme s'ils la dirigeaient toujours. Hans Wilsdorf est vraiment le fantôme dans la machine.